Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Pour ceux qui sont là depuis ce matin, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous de découvrir cette nouvelle conférence qui a pour thème « Vers un événementiel plus responsable, collaborer pour un impact positif global ». Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir avec nous Matt Régnier. Je vais commencer par toi, Matt, du coup. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos spectateurs ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de ton accueil, Mathilde. Alors, je suis Matt Régnier, je suis un directeur de production indépendant, freelance, membre de freelance de l'événementiel. Également président d'une association qui s'appelle IC, International Consultant, donc qui regroupe en fait des directeurs de production à l'international, dont mes petits camarades qui vont se présenter dans quelques instants. On y arrive, je ne vous ai pas oublié, promis. Et voilà, et donc dans une maison de production qui fait des événements notamment internationaux, c'est notre spécialité. Voilà. Merci beaucoup. J'ai aussi, du coup, la chance d'accueillir avec nous Alain Chanavaz et Jean Poiton. Alain, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, peut-être ? Oui, bonjour à tous et encore merci pour cette invitation. Donc, je suis Alain Chanavaz, je suis meeting designer, meeting architecte depuis une trentaine d'années et je travaille beaucoup à l'étranger. Et je fais partie également de l'association IC et une autre association qui s'appelle Meeting Professional International, que j'ai présidé le chapitre pendant 2-3 ans. Voilà. Impressionnant. Et tu as aussi, il me semble, cofondé le Paris Café Festival. On pourra en parler aussi ensuite. Eh bien, bienvenue. Et Jean, du coup, est-ce que depuis le Mexique, on nous entend bien aussi ? Alors tout à fait, oui, tout à fait, je vous entends très bien. Enchanté, Jean Poiton, directeur de production depuis de nombreuses années, également cofondateur de l'association des freelances de l'événementiel et donc exerçant depuis quelques années au Mexique, donc à l'international. Eh bien, merci à tous les trois d'être là. Beaucoup d'expérience autour de cette table, donc j'ai vraiment hâte qu'on plonge dans le cœur du sujet. Et je pense que nos participants aussi. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est pour vous, aujourd'hui, dans la création d'événements à l'échelle internationale, quel est le lien, quels sont les défis, au final, les problématiques auxquelles l'événementiel pourrait faire face en matière d'événements durables ? Est-ce que vous voyez aujourd'hui des défis qui s'élèveraient un petit peu plus sur le côté international, sûrement, sur le fait d'adapter la RSE à l'événementiel ? Large question. C'est moi qui commence parce que je suis présent en physique et donc j'ai la priorité par rapport à mes petits camarades. C'est une question qui n'est pas simple. Moi, une de mes frustrations, c'est qu'on a finalement assez peu de data à l'international. Et j'ai le sentiment qu'on a un petit peu saisi le problème chacun de son côté et qu'on a des façons de travailler ou en tout cas des façons d'aborder le souci avec son propre prisme. Et il y a assez peu de mise en commun. Et c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, en ce moment, justement, chez IC, on lance cette conversation pour ramener un petit peu chacun autour de la table en disant « Et toi, tu fais comment ?» Pour moi, ça commence là. C'est un de... Je vais parler de l'expression chevaux de bataille. Je sais que tu aimes bien cette expression, Matt. C'est l'un des sujets aussi d'un de tes masters à la George Washington University, il me semble. C'est exactement ça. Et je les en remercie, Sevat Tosun. En fait, il a lancé en fait, un cours autour de ça, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on arrive à illustrer les fameux 17 objectifs de développement durable, les ODD en français et Sustainable Development Goals en anglais. Et c'est super intéressant parce que demain, avec l'ISO 53001, on aura tous à faire face à ça et à se concentrer là-dessus en particulier. Donc, on les voit là. On les voit là à l'écran, d'ailleurs, les objectifs. Et voilà, je trouve que cette image, elle est très parlante parce qu'en fait, on a 17 objectifs. On a, nous, les 8,5 milliards de colocataires de cette planète. Et en fait, on a tous une cible commune qui est là, qui est affichée à l'image. Et donc... voilà, c'est une façon, je pense, de prouver que c'est un sujet qui est très international et qu'on ne peut pas gérer chacun dans son coin, en fait. Ouais, si je rebondis, il y a effectivement les objectifs et puis il y a la réalité avec une énorme disparité qu'on peut voir quand on fait des événements à l'international. Moi qui suis au Mexique, qui fait beaucoup d'événements en Amérique latine, mais qui a fait beaucoup d'événements un peu partout dans le monde, et beaucoup aux États-Unis en ce moment, les préoccupations sur la RSE sont vraiment pas les mêmes ici au Mexique ou aux États-Unis, et on est vraiment en arrière par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe.
parle même pas de normes ISO, hein. On parle de survie économique, là. Je Mm. parle du Mexique, par exemple. On parle de b.a.-ba, de protection des ouvriers, de b.a.-ba par rapport à des taux horaires, enfin, de nombre d'heures travaillées par jour. Donc, on est très, très loin, encore une fois, d'avoir atteint ces objectifs affichés à l'écran, quoi. Oui, donc forcément, quand on a des Malheureusement. problèmes déjà dans le pays, la collaboration internationale, elle va être impactée parce qu'on est à des millénaires parfois, j'imagine, selon les pays et selon les différentes nationalités, même et l'approche événementielle qui fait que c'est peut-être même incompatible d'espérer. On va parler sûrement ISO 53 après, évidemment 51. D'espérer atteindre à une échelle internationale et collaborative ce genre de mesures. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un défi ? J'imagine que oui. Ah, Oui, oui, tout à c'est. fait, oui. Alain, Alain, Non, je t'en je prie, te laisse, vas-y. je te laisse parler. Non, effectivement, Non, les grands défis qu'on peut voir sont vraiment ce que disait Matt et Jean, c'est-à-dire l'alignement des visions, des objectifs. Ça passe aussi par, si on parle à grande échelle, ça implique les différences culturelles, linguistiques, organisationnelles. C'est également aussi tout ce qui peut être ressources et financement et l'inertie politique aussi dans certains pays. On a beaucoup de défis. Comme disait Matt, on a très peu de data, donc on a besoin de mesures, ce qu'on a du mal à implémenter pour l'instant. Oui, l'important, c'est de pouvoir vraiment unir toutes nos forces pour un vrai changement. On a parlé en préparation de cette réunion de certains pays qui étaient peut-être plus en avance que d'autres. On pensait notamment aux pays nordiques qui étaient peut-être plus facilités pour différentes raisons. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus là Moi, je suis toujours très admiratif par ce que font les pays nordiques, voilà, à partir du Danemark et un petit peu au-dessus. Alors, on me dit toujours, ouais, mais alors, tu sais, les populations n'ont rien à voir, la taille du pays n'a rien à voir. Alors, oui, il y a tout ça. Mais on peut aussi se dire que ce sont un peu des bêta-testeurs et qu'ils ont réussi, parce que je rappelle que certains sont déjà arrivés au zéro net à l'échelle d'un pays. Donc, soit ce sont des tout petits pays, mais si on prend les îles Féroé, par exemple, c'est déjà le cas. Donc, il y a quand même déjà quelques exemples. En Afrique également, il y a certains pays qui y sont déjà arrivés. Donc, si on les prend comme des bêta-testeurs, j'aime bien l'idée de me dire que comment est-ce qu'on peut en fait copier ce modèle-là ? Et qui dit pays plus volumineux en population, dit aussi plus volumineux en cerveau, en économie. Et donc, ça veut dire que proportionnellement, on a normalement tous les arguments pour scorer comme eux le font. Donc, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas se cacher. La réalité, par contre, c'est que j'encourage, moi, le moindre petite chose mise en place que disait Jean tout à l'heure est vraiment très, très intéressant. C'est que, en fait, au Mexique, tu es sur une timeline ou une approche qui est totalement différente parce qu'en effet, tes problématiques ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Bon, très bien. Néanmoins, chaque petite action, elle doit être encouragée parce qu'à partir du moment où tu commences à pointer du doigt en disant « Ah oui, mais alors, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ou ils font pas assez ci ou pas assez ça », qu'est-ce qui se passe ? La réaction, elle est plutôt de se contracter et finalement de ne pas faire d'autres actions. Au contraire, il faut encourager, il faut pousser pour que demain, une action devienne 3, devienne 10 et que ça aille dans le bon sens. Donc je pense que les pays scandinaves, c'est un exemple, qu'il faut s'en inspirer. Et on le voit d'ailleurs dans les Global Destination Sustainability Movement, GDSM. Les 10 premières villes au monde sont souvent dans le nord de l'Europe. Donc ça veut bien dire qu'autour de la table, entre la partie population, non-profit, gouvernementale, centre de congrès, prestataire ou agence, tout le monde a fait le maximum, et ça a commencé en 1995, si on prend le cas de la Suède. Donc, ils ne se sont pas réveillés un jour en disant « Tiens, on a envie d'être bon en sustainability ». Donc, c'est aussi le temps long. Et moi, je pensais qu'il y avait vraiment un côté éducatif quand on apprend dès qu'on est tout petit à justement faire attention dans les moindres de ces actions au final à l'environnement et à la société autour de nous. On est après plus à même dans son métier, que ce soit l'événementiel ou pas, d'apporter cette touche-là, cette touche RSE au final est plus durable dans tous les aspects de la vie. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, vous le disiez tous les deux, un aspect étatique au final. L'aide de l'État est importante. Alain, je vois que tu hoches la tête. Est-ce que tu veux interagir là-dessus peut-être ? Le fait de sensibiliser, que ce soit les gouvernements ou les pays,
ça passe aussi par le politique, de par le fait d'implémenter, que ce soit des lois ou des process qui sont aussi... Mais c'est souvent l'industrie elle-même qui avance plus vite que le gouvernement. Il y a vraiment le temps long, le temps politique qui est beaucoup plus long que le temps. Nous qui faisons de l'éphémère, ça suit pas forcément. Donc nous prenons on prend de l'avance pour pouvoir implémenter et être prêt en tout cas en France, c'est ce qu'on a essayé de faire, que ce soit avec l'ISO 20121 ou avec d'autres outils qu'on a créés, que ce soit Climate ou d'autres, pour être vraiment le jour J, être là pour la France, mais pour l'international, il y a encore beaucoup de travail. Au Canada, bien sûr, ils ont aussi, aux États-Unis également, ils ont avancé sur ces sujets-là. Mais nous devons pas forcément attendre les politiques, mais il faut mettre les choses en place, comme dit Matt. C'est du moment qu'on crée le mouvement et on espère l'effet boule de neige et que ça continue. C'est sûr. Et puis, il y a déjà des événements qui mènent la danse aussi, des organisations d'événements où on essaye de mettre en place, on fait énormément d'efforts, effectivement, vers un événementiel plus durable. Enfin, si je prends l'exemple juste des JO de Paris l'année dernière, on n'est pas dans l'événement zéro net dont tu parlais, mais il n'empêche qu'on a quand même divisé par 2 les émissions de CO2 versus les précédents Jeux Olympiques. Donc, c'est déjà ouvrir la voie vers peut-être un futur un petit peu plus... fonctionnel dans ce sens-là, un petit peu plus durable. Ouais, et la France, je pense, est leader à son niveau, puisqu'il faut quand même noter que de nombreuses agences et prestataires et lieux et destinations sont ISO 20121. Il y a quand même une vraie adhésion. Juste, excuse-moi, peut-être pour expliquer à tout le monde qui n'est peut-être pas au courant, l'ISO 20121 rapidement. Alors très vite, l'ISO 20121, c'est une certification, donc ISO, donc c'est un standard international. Et en fait, c'est une certification qui prend quand même un certain temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça se compte en plusieurs mois d'obtenir une certification et de pouvoir dire que, voilà, quels sont mon constat passé, quel est mon constat présent et mes engagements à venir, où je dois cocher un certain nombre de cases, un certain nombre de critères pour dire oui, je m'engage, et oui, j'engage mon entité, qu'elle soit profitable ou non profitable, association, ville, entreprise ou autre, dans la direction de la sustainability, la durabilité et dans des actions de protection de la planète. Alors en fait, de ce point de vue-là, il faut quand même noter que cette certification, beaucoup ont voulu s'en emparer en France et ont voulu l'avoir, ce qui est une très bonne chose et il faut s'en réjouir, puisqu'il y a probablement d'autres écosystèmes qui ont été totalement insensibles à ça. Et quand Alain parlait tout à l'heure du côté étatique et le côté gouvernemental qui montre l'exemple, ISO 53001, on pourrait aussi faire une petite parenthèse pour dire, voilà, c'est quoi ISO 53001 ? Il est en écriture aujourd'hui et il sera mis en place début 2026, donc à peu près dans un an. Mais c'est par exemple le Danemark qui le demande. C'est le Danemark qui dit, moi je veux un nouvel ISO. Pourquoi ? Parce que en fait, on peut plus chacun jouer dans son coin et il faut être sur justement les 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour justement concentrer les actions et qu'elles soient par secteur, donc l'événementiel, l'automobile, la construction, et puis quelle que soit la nature, quel que soit le pays, d'aller en fait dans le même sens. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Ça veut dire qu'on a remarqué que chacun dans son coin, ça marche pas en fait. Et comme le disait Alain très justement, essayer d'être prêts, nous, dans le secteur de l'événementiel, au moment où les États seront prêts eux aussi à avancer un petit peu plus et d'avoir déjà un pied dans l'engrenage et de respecter ces normes au final qui vont nous permettre de créer des événements plus durables. Je pense qu'on arrive du coup à ma question d'après qui était sur les solutions au final qu'on peut trouver. Effectivement, ce genre de règles, de normes ISO vont permettre peut-être une collaboration internationale facilitée, je pense, au moins dans la démarche d'essayer d'aller vers ces normes ISO. Ça va, enfin, j'espère, c'est une question en même temps ouverte et en même temps j'amène un petit peu ma propre vision du truc qui est oui, ça va marcher. Est-ce que pour vous, justement, il y a d'autres solutions qui pourraient être amenées ? Là, on en a pas mal parlé de tout ce qui est défis, problématiques. Je sais qu'avec IC, vous avez aussi ce genre de solution d'amener à partager les histoires, à essayer de collaborer à l'international avec les problématiques de chacun et comment est-ce qu'on peut du coup trouver des points communs peut-être pour avancer ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres solutions comme ça que vous pouvez amener, vous, dans vos événements, tous les trois,
que vous voyez pour essayer de collaborer mieux, au final, vers des événements plus collectifs? C'est une large question, C'est je des sais. échanges, hein. Pour essayer de répondre à ça, c'est effectivement la collaboration, des échanges, l'exemplarité. Je vais reprendre mon exemple du Mexique. Moi, je me bats déjà pour faire porter des chaussures de sécurité et pour que des horaires soient décents et pas faire des 16 heures par jour. Voilà, ça commence un petit peu par là. Et puis après, effectivement, Heu, il y a effectivement, faut pas attendre, une imposition étatique, faut aller de l'avant. C'est aussi, par exemple, dans l'association des freelances de l'événementiel, des groupes de réflexion avec, de la rédaction de guides concrets. J'ai de la moquette sur Instant, qu'est-ce que j'en fais? Qui peut la récupérer? Qui, peut la recycler? Parce qu'effectivement, on est un peu perdu et des fois, il y a certains clients qui font du greenwashing, mais il y a certains clients qui veulent vraiment avoir des solutions et qui sont en attente de solutions concrètes. Donc ça passe effectivement par des actions proactives pour essayer effectivement de faire avancer le schmilblick. Chacun à son niveau, hein, encore une fois. Si je vais aux États-Unis, ça va être assez compliqué hein, de faire. Il y a plein de choses qui sont très très loin de leurs préoccupations. Euh, Recycler la moquette, recycler ce qu'ils appellent le padding. Les planchers techniques aux États-Unis, c'est une espèce de grosse mousse dans laquelle ils font passer des câbles. C'est une mousse qui est horrible parce que effectivement, c'est une mousse plastique qui est pas recyclable, donc bon, avant que économiquement, ils vont comprendre que bah, c'est pas terrible, il va se passer du temps, mais, Mmh. mais c'est en amenant effectivement des exemples de ce qu'on fait en Europe, de ce que font les pays du Nord. C'est comme ça qu'on va faire un petit peu avancer et évoluer les mentalités, parce qu'encore une fois, ça passe par l'éducation, aussi par la rédaction de normes internationales, aussi mais en fait, ouais, c'est une volonté politique, une imposition, mais aussi une éducation et des actions individuelles qui vont faire avancer la cause. Oui, c'est sûr, surtout quand on se rappelle que l'événementiel reste quand même l'humain hein, au cœur de l'événement. Donc, on a beau essayer de respecter tout ce que tu viens de dire, éducation, État, les normes, etc. Il n'empêche que on reste dans un métier ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de faire en sorte que notre participant passe un bon moment, que notre Oui, participant, c'est ce que disait Alain. voilà, exactement, passe C'est ce une que bonne disait Alain. expérience. L'événementiel, c'est du temporaire. Donc, l'événementiel est un peu antinomique par rapport au développement durable. Effectivement, il y a toujours cette problématique de dire on va poser trop de règles, on va, on va se mettre dans des carcans, et l'événementiel, c'est aussi la rencontre, l'émotion, le live. Et donc, bah, la métaphore que j'aime bien donner, on ne fait pas de fête sans casser des verres. On peut pas non plus voilà, Ouais. trop restreindre et trop s'enfermer, puisque sinon on va tuer l'émotion. Donc il faut aussi savoir de temps en temps exulter, ne pas trop se contraindre, parce que sinon on va tuer l'émotion, on va tuer oui, le- l'âme de notre métier. C'est intéressant ce que dit Jean et j'aime beaucoup le côté montrer l'exemple. J'ai par exemple en tête l'idée de Imex quand ils font leur show à Vegas. Mhm. Imex sont des Anglais au départ. Donc ils arrivent avec leurs idées d'Européens et ils montrent des choses aux US, comme par exemple, c'est tout bête, hein, mais des histoires de port de badge avec les plastiques et les tours de cou, etc., le fait de les récupérer, de faire du porte-badge cartonné, etc. Rien que ça, moi j'ai été étonné de voir des Américains qui faisaient la queue en disant tiens, c'est quoi? Ah bon, ils récupèrent. C'est tout bête, hein, on est en train de parler d'un truc qui est rien du tout. Sauf que ce rien du tout, c'est déjà montrer l'exemple. Et le fait de le voir, le fait de le toucher du doigt, eh ben, on a vu des gens qui, s'ils sont un tout petit peu intéressés, se disent bah, tiens quoi, le prochain événement, moi je vais le faire. Et l'effet boule de Et je neige. crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au fait de partager en disant j'ai fait ça, ça a bien marché, et de se saisir du truc en disant bah, tiens, la prochaine fois, je vais le faire moi aussi. Il faut se passer les tips. Il faut se passer les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en disant voilà, ça a pris autant de temps, ça a coûté autant de ressources, de temps, mais voilà, au final, ça a été successful, on a fait ça, et puis au deuxième, on a été encore mieux, et au troisième, on a été encore mieux. Il faut se partager ce genre d'histoire. Également, tu vois,
on peut parler de Disneyland Paris. J'ai vu parler tout à l'heure cette personne tout à l'heure, et bon, ça m'a fait tilt parce que voilà, et toi et moi, on est passé par là. Mais Disneyland Paris, moi, il y avait un truc à l'époque, il m'avait appris, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il faut jamais oublier qu'un guest est à la fois un guest privé, mais c'est aussi un guest corporate. Dans une espèce de dualité là, il faut jamais l'oublier vis-à-vis de la RSE. C'est-à-dire que la personne qui est participante, elle est le participant corporate, mais elle a aussi sa vie perso, elle a aussi ses propres pensées perso. Et il faut jamais oublier que les pays qui ont vraiment scoré très très fort en RSE, c'est parce qu'il y avait une adhésion très forte de la population. Et il faut aussi aller chercher les gens vraiment du côté perso pour que du côté événementiel, ils soient convaincus, ils aient des valeurs. Et sur la table, ils disent voilà, moi je crois à ça, et on va mener telle ou telle action. S'il n'y a pas cette fondation-là, c'est extrêmement compliqué de faire porter des maillots à des gens qui ne sont pas leurs couleurs, des valeurs auxquelles ils ne croient pas. Ça ne marche pas, ça. Ouais, tu as réveillé quelque chose je suis totalement d'accord. Là, je n'ai pas arrêté de faire oui de la tête. Effectivement, c'est sûr que c'est le cœur, je pense, du sujet aussi. C'est à partir du moment où, dans ta vie perso, tu as certaines valeurs et tu les amènes derrière ton événement, tu vas avoir un objectif pour ton événement qui va être tourné un petit peu plus sur qu'est-ce que j'aime aussi dans ma vie à moi. Alors, certes, en tant que participant à un événement, j'aime être étonnée, j'aime être exultée, le mot que tu utilisais, Jean, que j'aime beaucoup aussi. Mais si, dans ma vie perso, j'ai aussi cette conscience écologique, sociale et sociétale qui se réveille, je vais l'attendre des événements auxquels je participe aussi. Je vais attendre que cet événement-là touche aussi cette partie de moi d'une certaine manière, que ce soit, comme tu le disais, d'une manière très simple, avec juste un badge un petit peu plus responsable qu'un autre, ou une plus grande échelle, effectivement, quand on aura enfin passé l'étape de OK, qu'est-ce qu'il est possible de faire derrière. Et je pense que ça peut aussi être amené par des solutions comme les formats peut-être d'événements qui changent. On a aussi aujourd'hui des événements qui sont un petit peu plus hybrides, par exemple. Ça peut être un axe, tu vois, je ne dis pas que tous les événements doivent être hybrides, bien au contraire. L'événement physique, on le rappelle, l'événement est humain. Et pour moi, le physique, l'événement présentiel est vraiment très important. On l'a vu d'ailleurs dans des analyses qu'on a fait avec Liti sur l'Event Trends Report de 2025. 70% des événements organisés par nos clients, sur un échantillon de 85 000 événements, 70% restent en présentiel. Donc, on ne peut pas enlever l'humain à l'événement. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est vraiment... Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'espère dans le futur aussi. Sinon, il n'y a plus d'événements. On a besoin des 500. Ouais. Non, sur l'événement, c'est une rencontre. Donc, on peut effectivement... on peut faire des rencontres digitales. Ça se fait de plus en plus. Ça a commencé effectivement avec le téléphone. On commençait à faire des rencontres sans se voir. Et puis, ça évolue. Et tous les 10 ans, il y a des caps techniques et technologiques qui sont passés. En revanche, pour l'instant, on est loin. Voilà, un événement, c'est une rencontre, et pour moi, l'émotion vient avec les 5 sens, avec le toucher, et donc on est loin technologiquement encore d'avoir ces 5 sens, mais peut-être que ça viendra un jour. Peut-être que effectivement, dans un futur, on pourrait avoir des technologies tellement avancées qu'on pourra se déporter et faire des rencontres et des événements. Avec de l'émotion, avec du toucher, avec de l'imprévu, parce qu'on a besoin aussi d'imprévu pour que ça soit impactant. On a besoin un peu de rencontres fortuites, etc. Donc, mais c'est pas encore le cas. Mais il est possible de créer des événements multi-hybrides, dans le sens, c'est des petits événements qui sont interconnectés entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. J'ai eu l'occasion de pouvoir en faire un. Et vraiment, comme disait Jean, le fait de faire travailler les 5 sens des participants partout où ils sont, mais en les regroupant par petits groupes et les interconnecter grâce aux technologies, ça aussi, c'est une voie aussi à fouiller, à creuser. C'est sûr, c'est ça que j'appelle aussi par hybridation 2.0. J'imagine un peu trouver le bon équilibre entre l'environnement qui soit inclusif et l'expérience qui est immersive. C'est trouver la bonne balance entre les deux pour essayer de faire en sorte, comme tu le dis, dans la multi-hybridation, que ce soit dans la multi-hybridation, que ce soit dans l'événement présentiel, que ce soit dans l'événement digital, de trouver la clé qui fait que tout le monde en fait est immergé dans cet événement, dans ses objectifs justement, et puisse collaborer ensuite à différentes échelles
et s'inspirer, comme tu le disais très justement. Je pense que l'inspiration est la clé. Et vous l'avez aussi avec IC, avec les freelances de l'événementiel. De pouvoir s'échanger toutes ces histoires-là, pouvoir échanger tous les événements qu'on crée, les expériences. Je pense que c'est aussi la clé, au final. Totalement. C'est par l'échange Vraiment, c'est quelque chose auquel je crois, l'échange de vie événementielle qu'on apprend des choses. Les histoires backstage, moi, je suis un grand fan de ça. Raconte-moi une histoire. Quand on me raconte des histoires, j'adore. Pierre Castor, c'est ton... Exactement. Raconte-moi une histoire. Et puis surtout, une histoire qui a de la valeur. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, ça n'a aucun sens. Pour nous autres, qui sommes dans l'événementiel, ça a beaucoup de sens parce qu'on vit la scène, on fabrique les images. On se dit, ah d'accord, je crois beaucoup à ça, l'histoire de se raconter des histoires. Et en tout cas, sur ce côté de techno, je pense que et mes camarades et vous... on en a fait beaucoup pendant la période de pandémie. Beaucoup de digital, beaucoup de 100% digital, après un peu d'hybride. Moi, j'ai tendance à dire que c'est compliqué d'être très dans la défiance vis-à-vis de la technologie et vis-à-vis du digital en général. J'ai beaucoup de mal avec ça, parce que pour moi, c'est un allié. Aujourd'hui, c'est un allié pour diminuer la trace carbone d'un événement, en réalité. Et même si ça peut, entre guillemets, couper un peu d'émotion, couper un petit peu de vérité ou de cinq sens quand on a cette brique de digital, j'aime bien voir le verre à moitié plein et me dire qu'en même temps, ça a aussi abaissé mon bilan carbone. Donc, je me dis que faisons du digital un allié pour justement faire des événements qui ont du sens. Et là, il faut que nos créas soient très bons, se défoncent, et on en voit certains qui ont d'excellentes idées par rapport à ça. Ce que disait Alain tout à l'heure est juste aussi. La myriade d'événements locaux à peut-être plus petit volume, mais des histoires de multiplex où on a plusieurs points qui se connectent les uns avec les autres, sont des événements qui peuvent avoir beaucoup de sens. J'ai à la fois une vie en physique avec mes petits camarades dans les cinq sens, et je suis aussi interconnecté avec mes collègues, comme on l'est maintenant, qui sont à des milliers de kilomètres de nous. Après, voilà, il faut mettre un petit peu de magie autour de tout ça pour que ça ait du sens et pour que ça ait créé de l'émotion. Mais pour moi, la techno et le digital, ça doit être vraiment un allié de l'international et pas quelque chose de « Ah non, pas du digital, j'ai pas envie ». Quand on commence comme ça, en fait, on ouvre la porte au monde des années 90 ou 2000. Oui, aujourd'hui, il faut vivre avec. Et on reste avec ce qu'on sait faire au lieu d'essayer d'ouvrir vers le futur des événements au final. Je pense aussi. On a parlé du coup des filles un petit peu problématiques. Quelle est pour vous votre vision du futur des événements? On en a parlé un petit peu aussi. Là, tu viens d'évoquer le sujet Matt. Je sais que dans notre préparation à cette conférence, on a évoqué l'idée d'un événement dans le futur qui pourrait en fait durer 24 heures dans sa préparation grâce à des équipes dans tous les pays. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette idée-là? Tu sais, faire les 3-8 parce qu'on a des personnes au Mexique, des personnes en Australie, des personnes en France, et on peut tous travailler sur la conception de cet événement qui, au final, est international. Chacun amène sa petite goutte à l'édifice, enfin, au réceptacle, du coup, ou sa petite pierre à l'édifice, pardon, j'ai mélangé deux expressions là, et qui permet, au final, de faire peut-être l'événement le plus collaboratif possible. Je crois que Jean avait une anecdote par rapport à ça. En tout cas, chez IC, Jamie, qui est basé à Sydney, nous a dit ça. Il nous a dit, les gars, moi, je bosse quand vous dormez, et ensuite, c'est vice-versa. Donc, on peut bosser, faire les 3-8. Et il semblerait que Jean l'ait déjà fait. Donc, on va l'écouter. C'est ce que je fais effectivement continuellement avec les agences françaises avec qui je travaille, puisque je suis en décalage de 7 heures. Donc, en fait, je travaille quand ils dorment. Et donc, le brief tombe, voilà, et je travaille la nuit et ils reçoivent le résultat le matin. Donc, c'est effectivement un des avantages de cette collaboration internationale. C'est avec le décalage horaire, on peut faire les 3-8 sans payer les heures sup de la nuit. Donc, c'est effectivement un des avantages. Alors, est-ce que c'est le futur de l'événementiel? J'en sais rien, hein. Pour moi, le futur de l'événementiel, pour rebondir sur ta question, c'est déjà un bouleversement des schémas traditionnels. Le schéma traditionnel annonceur, agence, prestataire est un peu bouleversé, complètement bouleversé avec l'apparition et la montée en puissance des freelances et des connexions multipoints. C'est-à-dire qu'un annonceur va pouvoir directement, et il le fait, appeler des freelances, appeler des prestataires, appeler des créatifs sans forcément d'avoir un assembleur comme c'était le cas. Ça, c'est un des grands bouleversements.
Il y a effectivement l'IA, évidemment, qui arrive. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est évidemment On peut en un parler. outil qui va bouleverser. Oui, oui. Non, mais entre nous, en tout cas, j'imagine que vous en avez parlé, mais c'est un outil qui va venir. Alors, bon, en ce moment, c'est la grosse mode et tout le monde en parle. Et pour moi, ça ne reste qu'un outil. C'est pas ça qui va tout changer, mais c'est effectivement voilà, une étape supplémentaire Mm. euh, dans l'évolution de l'événementiel dans le futur. Mm. Alain, là-dessus, sur l'IA, tu voulais en parler aussi, je crois. Oui, oui, oui. Entre autres, l'IA, effectivement, l'impact que va avoir l'IA a déjà, avec les outils que nous avons, est assez phénoménal. Et non, ce que je disais lorsqu'on préparait cet entretien, c'était aussi de dire il y a d'autres technologies qui existent. Voilà, je me projetais en disant peut-être que demain, comme les réglementations sur nos données personnelles ne sont pas les mêmes à travers le monde, eh ben, on utilisera peut-être des technologies de blockchain à la fois pour préserver nos données personnelles, mais aussi pour un événement, pouvoir s'inscrire grâce au blockchain. Les paiements, les paiements se fassent à travers des technologies blockchain. Bien sûr, l'IA est déjà vraiment rentrée dans notre métier, mais je pense que derrière cela, il y a encore plusieurs wagons d'innovation. Nous ne sommes qu'au début. C'est-à-dire que il faut s'imaginer que voilà, on est à l'âge de pierre de tout cela. Tout ça va nous dépasser et on ne sait même pas jusqu'où on va aller. Et, mais revenant sur le futur de l'événement, comme disait Jean, effectivement, moi, je maintiens que le cœur de l'événement, c'est le participant, c'est l'humain. On ne pourra pas y échapper, sinon il n'y a pas d'événement. Mais on a vu pendant la pandémie, effectivement, on a vu des choses qui se sont réalisées, que ça soit ce qui s'est passé au Laval avec un événement totalement digital ou des concerts d'artistes qui faisaient ça dans des scènes avec des plateaux irréels, avec du public qui n'était pas là. C'est pas ça. Je veux dire, aujourd'hui, même si le digital est vraiment rentré dans notre travail, l'événement digital est vraiment rentré dans notre travail, on voit bien que la tendance aussi, c'est que les gens ont besoin de se rencontrer. Il n'empêche que les gens ont besoin de se rencontrer, mais aussi, par exemple pour des annonceurs, de présenter leurs produits ou quoi, mais pas par des choses traditionnelles comme dit Jean. Maintenant, c'est bouleversé. Les gens, ils veulent pas acheter du mètre carré pour exposer forcément. Ils veulent avoir d'autres outils pour être visibles. Que ce soit l'individu, le participant, l'invité, ou l'exposant, ou l'annonceur, ou le corporate. Ouais, absolument. Et tout cela fait aussi que chacun de ces annonceurs, ces entreprises, ces corporates, aussi en interne, ont des objectifs RSE. Il ne faut pas oublier non plus. Eux aussi, donc l'événement est un gros marqueur pour eux aussi de dire c'est des solutions qui existent pour pouvoir réduire l'impact de leur participation sur des événements. Ça passe par là aussi. Ce que j'aime à rappeler aussi, c'est que je pense qu'il est très important que lorsqu'on organise un événement, pour qu'il soit le plus durable possible, il est impératif d'impliquer toutes les parties prenantes. Il ne s'agit pas uniquement de l'annonceur et de l'organisateur, mais c'est aussi tous les prestataires. Il faut embarquer tout le monde. Et je pense qu'il est important. Alors, ça se fait aujourd'hui en Europe, mais effectivement, sur le continent américain, c'est différent. Et alors, en Asie, n'en parlons pas. Pour les emmener, c'est bien compliqué, mais je pense que si nous, ou les annonceurs, dans leur cahier des charges ou dans les appels d'offres, implémenter des éléments de RSE et que ce soit un critère de choix de prestataire aussi, ça serait déjà un grand pas. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Matt, du coup aussi sur le fait d'avoir cette valeur dans le perso aussi, qui permet d'inclure tous les collaborateurs, du coup, comme tu le dis, Alain. Complètement. Et à l'inverse, il y a quelques années en arrière, je me souviens pour la COP 21, en tout cas à Paris, il y avait des fois justement des appels d'offres qui étaient
Alors, à l'opposé de ce que disait Alain, c'est-à-dire extrêmement profond sur les techniciens n'ont pas le droit de rouler dans des voitures diesel. Enfin, ça allait jusque ce Ouais. niveau-là. Ouais, ouais. On veut qu'ils prennent les transports en commun ou qu'ils soient dans des voitures hybrides ou des voitures électriques. Bon, on était en 2015. Mm. Donc, on était extrêmement en avance sur son temps. Et c'est là où, si on revient sur nos 17 objectifs de développement durable, où on parlait du Mexique en début de conversation, on est trop loin. Donc, trop loin, c'est pas constructif. Il faut réussir à trouver justement la bonne fenêtre de tir, le bon angle d'attaque, où on sait que là, il va y avoir du répondant, ou quand on va tirer la ficelle, il y a du monde qui va venir. Simplement, bah, voilà, d'une culture à l'autre, probablement que le curseur, il n'est pas placé au même endroit. En tout cas, de mon point de vue sur la partie future des événements, je souscris à 100% à ce que disait Jean. Moi, ça fait un moment que je remarque que on est plus sur voilà, A donne à B, qui donne à C, qui donne à D. C'est beaucoup plus divers et varié aujourd'hui. Il y a 1000 façons de produire un événement. C'est assez étonnant d'ailleurs de remarquer que nos clients, quand ils nous parlent de la manière dont ils produisent leurs événements, ils sont convaincus que leur méthode est la seule méthode. Et en fait, non, t'es un parmi beaucoup. Et il en existe des millions des méthodes. Ça, déjà, c'est la première chose. Et le business, il est aussi divers qu'il y a des méthodes pour produire un événement. De mon côté, je pense que c'est vraiment sur la personnelle que les choses vont changer à l'avenir, c'est-à-dire qu'on voit les ressources se raréfier. En tout cas, il faut du temps pour monter en puissance, se former et être une personne qui a vraiment toute l'expérience nécessaire pour être à l'aise dans n'importe quelle situation. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y aura un petit peu cette bagarre pour le personnel à l'avenir, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque finalement, c'est une opportunité pour les sociétés d'aller recruter les meilleurs talents, pour les freelances de créer une nouvelle carrière, et à l'international encore plus, puisque clairement, à ici, l'idée c'était quoi? C'était de pouvoir aller trouver des personnels qualifiés à l'international. Vas-y, je t'en prie. Juste rebondir sur ce que tu dis, je voudrais juste ramener un pourcentage qui a été calculé par MPI, Meeting Professional International, à savoir la pandémie a fait que au niveau international, plus de 25% de gens ont changé de métier. Donc, on a perdu beaucoup de gens qualifiés et ça a un impact fort, hein, très, très fort au niveau international. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Et merci, parce que cette data, elle est ultra intéressante. Quand je parle avec les étudiants dans les différentes écoles, moi, il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est que je trouve que ce côté très passion qu'on avait, nous, quand on a commencé dans le métier il y a 20 ou 25 ans en arrière, je le retrouve beaucoup moins aujourd'hui. On a l'impression que l'événementiel, c'est un métier comme un autre. Je ne pense pas. Je pense que c'est un métier unique et que la passion, elle est extrêmement importante. Maintenant, la réalité, c'est qu'avant, on traînait 20 ou 30 ans dans ce métier. Aujourd'hui, on voit des personnes qui peuvent rester sur une fenêtre de temps beaucoup plus courte, 3-4 ans, et ils vont disparaître. C'est une réalité. Et donc, je pense que ça va redistribuer des cartes de la chasse au talent, de la chasse aux bonnes ressources, a fortiori à l'international. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra être bon pour aller caster les bonnes personnes, et peut-être que demain, on choisira les prestataires, on le fait déjà, mais peut-être encore un peu plus, pour les ressources qu'il y a chez ce prestataire versus un autre à prix ou à équipement équivalent, parce que la ressource humaine, le X-factor, est bien plus fort chez l'un que chez l'autre. Et donc, ça veut dire que oui, le recrutement, c'est quelque chose d'extrêmement important à partir du moment où la ressource, elle se raréfie. Oui, tout à fait. Jean, je crois qu'on avait parlé de ça aussi dans la préparation de ce call, justement des ressources locales et comment mettre en avant par les réseaux justement de freelance, de l'événementiel, par IC, etc., cette collaboration. Est-ce que tu rejoins Matt là-dessus aussi? Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais, non, enfin, voilà, l'événementiel, c'est l'humain dans la manière de réunir les gens, mais aussi dans la manière de la préparer. Euh, L'événementiel, c'est un des plus vieux métiers du monde, même si ça s'appelait pas l'événementiel, hein. Et donc, l'évolution de ce métier, certes, quand on a commencé il y a 30 ans, on était beaucoup moins professionnel que maintenant. On était beaucoup plus bricoleur, on était beaucoup plus mouton à 5 pattes. On faisait en moyenne effectivement 14 heures par jour et des nuits blanches en permanence, ce qu'on fait plus maintenant, et tant mieux, parce que ça s'est professionnalisé, parce que ça a évolué. L'essence du métier reste le même, mais alors, je suis un peu moins. Je pense qu'effectivement, faut peut-être pas être passionné pour faire ce métier, mais il faut avoir un petit quelque chose.
ce petit quelque chose, si vous l'avez pas, enfin, combien moi aussi je donne des cours et je vois souvent, effectivement, sur l'ensemble des étudiants que j'ai en face de moi, à qui je demande pourquoi vous êtes là. Et il y a cette petite étincelle ou ce petit plus qui est absolument indispensable, sans lequel on peut pas faire ce métier. Et alors, c'est plus effectivement exactement la même chose qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, ou qu'il y avait sous Louis XIV, quand il y avait des gens qui organisaient déjà des événements, encore une fois, hein. Les choses évoluent, l'école, enfin les outils des fois nous dépassent et évoluent très très rapidement. La technologie est incroyable. Mais c'est ça qui est génial, ça nous met maintenant avec des possibilités énormes et à l'international. On est bousculé par des nouvelles méthodes. Voilà, les pays du Nord nous montrent l'exemple, les pays du Sud nous rappellent à la réalité. Tout ça, voilà, c'est bouillonnant et donc super intéressant. J'adore. J'avais hier conversé un tout petit peu avec ChatGPT et je le partage rapidement, hein, mais c'est que euh, l'aérien, j'ai toujours pris cette comparaison-là, l'aérien a standardisé ses méthodes, a standardisé son secteur, c'est-à-dire qu'il y a une façon de se parler, il y a des langages particuliers, il y a un angle d'attaque à l'atterrissage, au décollage. Là où nous, quand on parle d'international sur l'événementiel, il n'y a pas encore de code, il n'y a pas vraiment encore de standard. Chacun fait bien comme il a envie, et tant mieux, ça donne du charme, etc. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être atteint un certain cap de maturité. Ça fait pareil sur une petite tranche de 70 ans à peu près sur l'aérien. 1900, 1970, et pour nous peut-être pareil, je dirais un 1900 juste après, c'est finalement 1970 2020 ou 1960 2020, voilà, si on veut être à peu près sur à peu près les mêmes tranches, 60-70 ans. Et en fait, cette maturité, je pense qu'elle peut apporter une manière, non pas de standardiser le métier, mais en tout cas de retrouver des codes où on arrive à se faire écho un tout petit peu plus, puisqu'on est amené, je pense, à plus travailler avec l'international. Idem pour la partie RSE, avoir justement des codes où on arrive à se retrouver, avoir des éléments qui font écho d'un pays à l'autre. Je crois qu'on y arrive. Je crois que 2025, c'est ça, c'est le début de ça. Et un autre truc dont je suis convaincu, c'est que je pense qu'on sera capable à l'avenir d'avoir des événements produits à l'international sans nécessairement se déplacer. Ça ne s'adapte peut-être pas à tous les formats d'événements, mais on l'a vécu il y a encore peu de temps en arrière où on avait fait un événement entre Paris, la Suisse, le Brésil et l'Australie. On n'était que à Paris et personne de l'équipe, ni client, ni agence, ni personne, ni freelance ou autre, ne s'est déplacé dans aucun de ces 3 pays. Est-ce que ça a fonctionné? La réponse est oui. Alors, ça ne s'adapte encore une fois pas à tous les événements, mais ça fonctionne. Et je pense que demain, il y aura aussi un petit peu de ça. Merci beaucoup. On atteint un petit peu la fin de notre temps. Est-ce que un petit mot peut-être pour la fin, si quelqu'un a quelque chose à dire, sinon moi j'ai ma petite conclusion aussi qui est prête, mais je vous laisse quand même la parole avant moi. Il y a beaucoup de solutions qui existent pour rendre l'événementiel à la fois plus inclusif, plus responsable. On n'a pas trop parlé inclusion et plus efficace. Tout cela existe à l'échelle mondiale. Et je pense que l'innovation technologique et surtout le plus important, c'est vraiment la collaboration entre pays et entre professionnels. C'est vraiment la clé du succès si on veut atteindre cet objectif d'événement le plus durable possible. Je ne veux plus faire ma conclusion parce qu'Alain vient de la faire pour moi. Pardon. Non, je rigole, c'est parfait. J'allais dire exactement pareil. On a tous le pouvoir et la responsabilité de responsabiliser un petit peu plus nos événements, mais ça passe effectivement par une collaboration de nous tous, les professionnels de l'événementiel. Et comment est-ce qu'on peut vraiment collaborer vers cet impact positif global dont on a parlé? Comment est-ce qu'on peut vraiment échanger, s'inspirer les uns des autres? Ça passe notamment par la participation à des talks comme Sustainability in Event Worldwide que tu as lancé, Matt, et dont la prochaine édition a d'ailleurs lieu en juin prochain. 24 avril la prochaine, et on espère qu'on va embarquer plein de gens dans le train parce que figure-toi que beaucoup m'ont dit j'y étais pas, mais je veux voir le replay. Génial! D'ailleurs, je voudrais voir le replay. Pas de problème. En fin de semaine, on va envoyer un replay à beaucoup de monde et on espère qu'à la prochaine, il y aura encore plus de monde dans le wagon. Voilà, et ça passe par ce genre d'initiative, ce genre de partage d'inspiration pour collaborer un petit peu plus et mettre
un grain de sel de plus. Ça y est, j'ai enfin retrouvé mon expression et ça m'aura pris 50 minutes. Chacun son grain de sel et pas à l'édifice, du coup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à nos participants pour vos questions aussi dans le chat. Ne partez pas tout de suite, restez connectés. Une autre super conférence nous attend dans quelques minutes sur l'expérience de marque à la fois immersive et engageante. Je vous invite à rester connectés et je vous dis merci beaucoup Matt, Alain et Jean pour votre temps.